Aujourd'hui, je vais reprendre les lectures murmurées et j'ai décidé de lire H.G. Wells. C'était pas mal prononcé ça. Au temps de la comète. Voilà. Je vais commencer tout de suite. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci beaucoup. Prologue. L'homme qui écrivait dans la tour. Je vis un homme à cheveux blancs, image même de l'extrême vieillesse, assis devant un pupitre et qui écrivait. Ce devait être dans quelque appartement d'une tour très élevée, car par la haute fenêtre à droite, on n'apercevait que des lointains, un horizon de mer, un promontoire et cette buée lumineuse du soleil couchant qui signale la présence d'une ville. Tous les aménagements de la pièce respiraient l'ordre et la beauté, et je ne sais quoi de subtil et de mal défini, l'inattendu de tels détails me donnait une sensation de nouveau et d'étrange. Je ne reconnaissais aucun style spécial, et le costume simple de l'homme assis ne suggérait l'idée d'aucune époque ni d'aucun pays. Peut-être, pensais-je, suis-je au pays de l'heureux avenir, au pays d'utopie ou des rêves simples. Une phrase d'Henry James, le lieu du grand repos, me traversa la mémoire, glissa comme une lueur sur mon esprit et s'éteignit sans m'éclairer. L'homme écrivait avec un stylet assez semblable à notre porte-plume réservoir, et ce détail bien moderne m'interdisait toute pensée rétrospective. De temps à autre, il ajoutait la feuille qu'il venait de couvrir d'une écriture courante et facile à des feuilles entassées sur une gracieuse petite table placée devant la fenêtre à portée de sa main. Les derniers feuillets gisaient épars, recouvrant à demi les autres réunis en fascicules par des attaches. Évidemment, il était inconscient de ma présence, et je restai là à attendre que l'écrivain s'interrompît. Tout vieux qu'il fût, il traçait les signes d'une main ferme. Je m'aperçus qu'un miroir concave, légèrement penché, était suspendu au-dessus de sa tête. Un mouvement de cet appareil fixa vivement mon attention et, en levant les yeux, je vis, déformée et fantastique mais lumineuse et admirable de coloris, l'image magnifiée, reflétée et atténuée d'un palais, d'une terrasse, avec la perspective d'une vaste avenue fourmillante de passants, grandie, rendue bizarre par la concavité du miroir, dans leur va-et-vient continu. Je détournai vivement mon regard pour voir tout cela plus distinctement à travers la fenêtre derrière moi, mais elle était trop haute pour que je puisse distinguer l'horizon et j'en revins au miroir déformateur. Cependant l'écrivain, adossé dans son fauteuil, posa son stylet et poussa un soupir de regret. « Ah, ce travail !» murmura-t-il, de la voix de tout homme qui vient d'écrire pour son plaisir. « Quelle satisfaction, mais quelle fatigue aussi !»« Quel est cet endroit ?» demandai-je. « Et qui êtes-vous » Il se tourna vers moi dans un vif mouvement de surprise. « Quel est cet endroit ?» repris-je, « et pourquoi y suis-je » Il me fixa pendant un instant, sous le froncement de son front ridé, et puis sa physionomie s'adoucit jusqu'au sourire. Du doigt, il m'indiqua un siège près de la table. « J'écris, dit-il. »« Sur quel sujet ?»« Sur le changement. » Je m'assis. Le siège était confortable et bien placé par rapport à la lumière de la fenêtre. « Si vous voulez lire, proposa-t-il. » Je fis un geste vers le manuscrit. « Ceci m'expliquera ?» questionnai-je. « Ceci vous expliquera, répondit-il. »
Il déposa devant lui une nouvelle feuille de papier tout en me regardant. Je parcourus des yeux son appartement et revins à la petite table. Un fascicule marqué très distinctement du chiffre 1 attira mon attention. Je le pris et je souris en réponse au regard amical du vieillard. « Très bien, dis-je, soudain mise à mon aise. Il fit un signe de la tête et se reprit à écrire, cependant que moi, dans un état d'âme où la confiance se mêlait à la curiosité, je commençais à lire. Voici l'histoire que ce vieillard à l'air actif et heureux avait écrite en ce lieu agréable. Livre premier, la comète. Chapitre premier, la poussière dans les ombres. Premièrement, j'ai entrepris de relater l'histoire du grand changement, pour autant qu'il a influencé ma vie et celle d'une ou deux personnes qui m'intéressent de près, et ceci pour mon plaisir personnel. Il y a longtemps, au jour de ma jeunesse, rude et sans bonheur, j'avais conçu le désir d'écrire un livre. Ce fut une de mes distractions les plus chères de griffonner en secret et de rêver la gloire littéraire. Je lisais, pris d'une envie sympathique, tout ce que je pouvais trouver concernant la littérature et la vie des hommes de lettres. Et c'est quelque chose, vraiment, même au sein de ce bonheur qui nous environne, de trouver le loisir et l'occasion de reprendre et de réaliser ne serait-ce qu'un peu de ces vieux rêves sans cesse déçus. S'il n'y avait que cela, néanmoins, dans un monde où tant d'occupations intenses et toujours plus intéressantes s'offrent à l'activité même d'un vieillard, ce n'aurait pas suffi, je crois, pour me décider à m'asseoir devant ce pupitre. Il y a plus. Car je trouve qu'il devient nécessaire, comme je l'entreprends, d'établir cette récapitulation de mon passé afin d'affermir ma continuité mentale. Les années mènent l'homme au dernier stage rétrospectif et, à 72 ans, notre jeunesse nous est d'une autre importance qu'elle ne le fut pour notre quarantaine. Nous avons perdu contact, ma jeunesse et moi. La vieille vie semble à ce point disjointe de la nouvelle, si étrangère et si peu raisonnable, qu'elle m'apparaît parfois presque incroyable. Les données en sont disparues, les monuments, les lieux mêmes ne sont plus. Je me suis arrêtée court l'autre jour dans ma promenade d'après-midi à travers la Varenne où jadis la triste banlieue de Swathinglea s'éparpillait vers Leeds, et je me demandais: est-ce vraiment ici que je me suis tapie parmi les mauvaises herbes, les ordures et les débris de vaisselle et que j'ai chargé mon revolver prêt pour un meurtre? Est-ce qu'un pareil état d'âme, de pensée, d'intention fut jamais possible en moi? N'est-ce pas plutôt que je suis victime de quelque cauchemar qui a peuplé de pseudo-souvenirs la mémoire de ma vie d'autrefois? Certes, il doit exister bien d'autres hommes qui restent ainsi perplexes devant leurs souvenirs de jeunesse. Je pense aussi que ceux qui grandissent, prêts à vendre notre place et assumer notre travail dans la vaste entreprise humaine, auront besoin de narrations comme la mienne pour concevoir, fût-ce bien imparfaitement, ce vieux monde des ombres qui précéda notre époque. Le hasard a voulu que mon cas fût typique et illustra le changement. Je fus saisie à mi-chemin dans un tourbillon passionnel et un accident singulier me plaça, pour quelque temps, au nœud même de l'ordre nouveau. Ma mémoire me ramène, par-delà un intervalle de 50 années, dans une petite chambre mal éclairée dont la fenêtre à guillotine s'ouvrait sur un ciel d'étoiles. Et aussitôt me revient le relent spécial de cette mansarde, l'odeur pénétrante d'une lampe mal mouchée où brûlait un pétrole peu raffiné. L'éclairage à l'électricité avait atteint sa perfection depuis plus de 15 ans déjà.
que l'usage de ces quinquets était encore courant dans la plus grande partie du monde, et la scène que je vais conter sera toujours imprégnée pour moi et comme pénétrée de cette sensation olfactive. C'était l'odeur que la pièce dégageait le soir. De jour, le relent en était plus subtil, une odeur de renfermé légèrement âcre qui, je ne sais trop pourquoi, me fait penser à l'odeur de la poussière. Mais que je vous décrive cette pièce en détail. Elle avait comme dimension 8 pieds sur 7. Elle était plus haute que longue. Le plafond de plâtre, fendillé et boursouflé par endroits, avait emprunté une teinte grise à la fumée de la lampe et s'était décoloré dans un angle sous l'influence d'infiltration que trahissaient des taches vert olive et jaune. Vert olive et jaune. Les murs étaient tapissés d'un papier couleur temps, sur lequel avait été imprimée en rouge la répétition diagonale d'un dessin évoquant vaguement une plume d'autruche ou quelques fleurs d'acanthe. Cet ornement, dans les coins où il était visible encore, affectait je ne sais quelle terne gaieté. La tenture portait plusieurs blessures, aux lèvres desquelles le plâtre apparaissait, traces des vains efforts tentés pour y planter des clous. Un de ces clous, par hasard, était enfoncé solidement entre 2 briques. Aussi portait-il, suspendu par une corde à store, noueuse et d'une résistance incertaine, le casier à livres de Parload. C'étaient des planches barbouillées d'une peinture émail mal appliquée et décorées par surcroît d'une frange américaine à peine fixée par quelques semences espacées. Au-dessous de ce casier, une petite table ruait à tout mouvement brusque fait pour s'y installer. Elle était recouverte d'une étoffe dont le dessin rouge et noir avait vu corriger sa monotonie par les débordements fréquents de l'encrier de Parload, et là se dressait leitmotiv. De tout cet ensemble, la lampe nauséabonde. Il faut concevoir que cette lampe était d'une matière blanchâtre et translucide, ni porcelaine ni verre. Un abat-jour de la même matière la surmontait, qui ne protégeait en rien les yeux du lecteur, et toute son apparence semblait combinée pour souligner ce fait qu'après l'avoir mouché, une main généreuse jusqu'à la prodigalité l'avait badigeonné d'un mélange de poussière et de pétrole. Le plancher inégal avait été recouvert aussi d'une peinture émail, couleur chocolat, éraillée par places, et un archipel de morceaux de tapis s'éparpillait sur la poussière et dans les coins obscurs. Une grille minuscule, coulée d'une pièce, un garde-feu en bronze encore plus lilliputien, n'arrivait pas à cacher la pierre grisâtre du foyer. Nul feu n'était préparé et, à travers la grille, on n'apercevait que quelques papiers déchirés et le fourneau brisé d'une pipe en maïs. Une boîte à charbon en fausse laque dont la charnière pendait avait été repoussée dans un angle. C'était l'habitude, dans ce temps-là, de chauffer chaque pièce par le moyen d'une cheminée qui lui était propre et qui prodiguait plus de saleté que de chaleur. Quant à la ventilation, on comptait que la croisée mal ajustée s'entendrait avec la petite cheminée de la porte mal close pour y pourvoir naturellement. Dans un coin de la pièce, le lit de Parload dissimulait ses draps grisâtres sous une vieille courte pointe de fantaisie et logeait sous son sommier des malles et autres objets hétéroclites. Encombrant l'encoignure de la fenêtre, la toilette étalait ses simples accessoires. Cette toilette devait son existence à quelque ébéniste pressé qui avait cherché à masquer ses malfaçons sous une profusion d'ornements faciles. Le meuble était ensuite tombé de toute évidence aux mains d'une personne favorisée par les loisirs et qui, munie d'un pot d'ocre, d'une bouteille de vernis et d'un jeu de peigne, s'était appliquée à la peindre, puis à la vernir, et enfin, au moyen des peignes, à simuler grossièrement les veines d'un bois imaginaire. Une fois établie,
Cette toilette avait fourni une carrière utile et tumultueuse. On l'avait éraflée, cognée, entamée, heurtée, tachée, échaudée, martelée, mouillée, séchée et salie. Elle avait, à la vérité, enduré toutes les tribulations possibles, hormis un incendie ou un nettoyage sérieux, avant d'avoir trouvé refuge dans la mansarde de Parload, où elle suffisait au service très simplifié que la propreté personnelle de son dernier propriétaire réclamait de sa vieille expérience. Au résumé, elle supportait une cuvette, un pot à eau et abritait un seau. Un pain de savon jaune voisinait avec une brosse à dents et une savonnette à barbe en queue de rat. Une serviette et quelques autres objets complémentaient l'installation. À cette époque, seules les personnes aisées disposaient de plus de luxe, et il est à noter que chaque goutte d'eau dont Parload faisait usage devait être montée par une fille de service du sous-sol jusqu'à la mansarde, et redescendue de même. Nous commençons à oublier combien la propreté personnelle est une invention moderne. De fait, Parload ne s'était jamais déshabillé pour un plongeon. Il n'avait jamais, depuis son enfance, baigné simultanément toutes les parties de son corps. Je puis dire que pas un sur 50 d'entre nous, en ces temps-là, n'avait connu le luxe d'un bain complet. Aussi bizarrement décorée que la toilette, une commode en faux noyer, munie de 4 tiroirs, 2 grands et 2 petits, contenait la provision de linge de Parload, et des champignons fixés à la porte complétaient le mobilier de cette chambre à coucher salon telle que je l'ai connue avant le changement. J'oublie, il y avait encore une chaise pourvue d'un fond en bois perforé, remplaçant l'osier qui avait cédé à l'usage. Mon oubli s'explique du fait que j'étais précisément assis sur la chaise au moment où commence cette histoire. Si j'ai décrit avec autant de minutie la chambre de Parload, c'est pour établir le ton de ses premiers chapitres et vous les rendre plus compréhensibles. Mais n'allez pas vous imaginer qu'à ce moment, cet ameublement baroque où le relent de la lampe ait absorbé le moins du monde mon attention. J'acceptais tout ce manque sordide de confort comme le cadre le plus naturel à mon existence d'homme. C'était le cadre de la vie matérielle tel que je le connaissais. Mon esprit était préoccupé d'une affaire autrement importante et d'un plus haut intérêt, et ce n'est que de loin et rétrospectivement que ces détails prennent du relief, s'affirment comme significatifs et comme les manifestations caractéristiques de ce vieux monde et de ses désordres. Deuxièmement, Parload se tenait debout devant la fenêtre ouverte, une jumelle de théâtre à la main, cherchant, trouvant, perdant de vue la nouvelle comète. Cette comète me semblait alors bien importune, car j'avais hâte d'aborder un autre sujet. Mais Parload était tout à son observation. J'avais le sang à la tête, des ennuis compliqués d'amertume me donnaient la fièvre. Je voulais lui ouvrir mon cœur. Je souhaitais, tout au moins, me soulager par quelques confidences romanesques, si bien que je prêtais peu d'attention aux choses qu'il me disait. C'était la première fois que j'entendais parler de ce nouveau point entre les 1000 autres points du firmament, et je me fusse peu soucié de n'en entendre jamais plus parler. Nous étions à peu près du même âge. Parload, de 8 mois mon aîné, avait 22 ans. Il était deuxième clerc dans une petite étude d'Overcastle, cependant que je faisais figure de deuxième commis à la manufacture Rodin à Clayton. Nous nous étions rencontrés à la conférence de l'Union chrétienne de jeunes gens de Swathinglea. Il se trouvait que le soir, nous fréquentions aux mêmes heures les cours, lui de sciences, moi de sténographie à Overcastle, et nous prîmes l'habitude de rentrer ensemble à pied, ce qui nous lia bientôt d'amitié. Swathinglea, Clayton et Overcastle formaient une agglomération dans la région industrielle du centre. Nous nous étions confiés nos doutes religieux et avoué l'intérêt que nous portions au problème du socialisme.
Il avait soupé par 2 fois chez ma mère, le dimanche, et il m'accueillait en familier dans son logement. Parlod était en ce temps-là un grand jeune homme blondasse, d'allure gauche, au cou et aux poignets démesurés, capable au surplus de tous les enthousiasmes. Il consacrait 2 soirées par semaine à l'école des sciences d'Overcastle. La cosmographie était son sujet favori, et par la brèche que l'étude de cette science ouvrit dans son esprit, les merveilles de l'espace avaient insidieusement pris possession de son âme. D'un séjour chez son oncle, qui exploitait une ferme à Leith, par-delà les Landes, il avait rapporté une vieille jumelle. En outre, il s'était procuré un planisphère céleste et l'almanach astronomique de Whitaker, et, pendant une période de son existence, l'éclat du soleil et le clair de la lune ne l'affectèrent que pour autant qu'ils interrompaient le cours normal de sa vie nocturne de chercheur d'étoiles. Son être se sentait capturé par l'abîme céleste, les immensités, les possibilités mystérieuses qui flottaient dans les ténèbres de ces profondeurs inviolées. À force de travail et grâce à une étude très précise lue dans le ciel, petite revue mensuelle rédigée à l'intention de ceux que hantait une obsession semblable, il tenait enfin au bout de sa jumelle la nouvelle visiteuse de notre système planétaire. Il contemplait, dans une sorte de ravissement, la petite lueur vacillante, découverte parmi les têtes d'épingles scintillantes de la pelote céleste. Il restait là, en contemplation, et se souciait vraiment peu de mes misères. « Quelle merveille !» soupira-t-il, et puis, comme si l'emphase de sa voix lui eût paru trop modeste pour son émotion, il répéta sur un ton plus pompeux. « Quelle merveille ! Veux-tu la voir ?» fit-il en se tournant vers moi. Je dus regarder dans la jumelle, puis il me fallut écouter ses explications. Comment cette intruse imperceptible allait grandir, serait bientôt une des plus grandes comètes que le monde eût connues. Comment sa trajectoire l'amènerait à près de qui sait combien de milliers de lieues de notre Terre. À un pas de nous, quoi, semblait dire Parlod. Comment de plus le spectroscope était en voie d'analyser ses secrets chimiques, intrigué par une bande verte, ornement sans précédent dans la toilette des comètes. Comment, en ce moment même, elle posait devant les objectifs braqués sur l'éploiement d'une traîne insolite dirigée vers le soleil, traîne qu'elle ramassa bientôt du geste aisé d'une mondaine. Et cependant, à part moi, et comme à voix basse, ma pensée me parlait de Nettie Stuart et de la lettre que je venais de recevoir d'elle, puis de la figure haïssable du vieux Rawdon, tel que je l'avais contemplé cet après-midi. J'imaginais tantôt des réponses à Nettie, tantôt quelques répliques pour mon patron, mais Nettie, toujours et encore, se dessinait en lumière sur le fond de ma rêverie. Nettie Stuart était la fille du jardinier-chef de Madame Verrall, veuve très riche. Nettie et moi, nous avions échangé des baisers et des serments avant notre 18e année. Ma mère et la sienne étaient cousines, issues de germains et compagnes d'école. Et bien que ma mère, restée veuve très jeune à la suite d'un accident de chemin de fer, eût dû se mettre logeuse, le vicaire de Clayton était son pensionnaire, bien que sa situation fût jugée inférieure à celle de Madame Stuart, on se voyait encore, et des visites espacées au cottage du jardinier à Shexhill Towers empêchaient qu'on se perdît de vue. D'ordinaire, j'étais de la partie, et je me souviens, ce fut par un clair crépuscule de juillet, une de ces longues soirées d'or qui cèdent moins le pas à la nuit, qu'elle n'accueille, semble-t-il, par gracieuseté, la lune et son scintillant cortège d'étoiles. Nettie et moi, près de la pièce d'eau où convergent les charmilles, échangeâmes le premier aveu timide des amants. Je me remémore, et quelque chose à ce souvenir s'agitera toujours en mon âme. Les mois tremblants de l'aventure. Elle était tout en blanc, sa chevelure se séparait en 2 vagues de ténèbres au-dessus de ses yeux noirs,
Un petit collier de perles encerclait son cou gracile et potelé, et l'éclat d'une médaille se blottissait vers sa gorge émue. Ma lèvre se scella sur sa lèvre mal défendue, et durant 3 ans de ma vie, durant toute ma vie, je crois, j'aurais à tout instant offert de mourir pour elle. Il faut savoir comprendre, car chaque année ces choses se font plus inintelligibles, combien ce monde différait du nôtre. C'était un monde obscur, plein de désordres qu'on eût pu redresser, de maladies qu'on eût pu prévenir, de douleurs qu'on eût pu éviter, de craintes stupides autant qu'involontaires, de duretés inconscientes. Pourtant, du fait peut-être de l'obscurité universelle, il y eut des moments de rare beauté éphémère qui ne semblent plus possibles désormais. Le grand changement est venu pour jamais. Le bonheur et la beauté sont notre atmosphère même. Il y a paix sur la terre et bonne volonté envers tous. Nul homme n'oserait former le rêve de revenir aux tristesses des temps antérieurs. Toutefois, cette grande misère était traversée sans cesse, de part en part. Le rideau grisaille de sa pénombre était troué par des joies d'une intensité, par des sensations d'une finesse telle qu'il me semble que la vie n'en connaît plus désormais d'analogue. Est-ce le changement qui a retranché de la vie ces extrêmes de joie et de tristesse, ou, plus simplement, ne serait-ce pas que la jeunesse m'a quittée, entraînant avec elle ses désespoirs et ses ravissements, me laissant peut-être un jugement sain, des émotions sympathiques, des souvenirs? Je n'en sais rien. Il faudrait être jeune aujourd'hui et avoir été jeune jadis pour résoudre cet insoluble problème. Il se peut qu'un spectateur impartial, même en ces jours d'autrefois, n'eût trouvé que peu de beauté à notre groupement. J'ai ici, sous la main, dans ce secrétaire, 2 photographies. J'y figure un jeune garçon gauche, en complet mal ajusté, et Nettie. De fait, Nettie est tristement fagotée et sa tenue est incontestablement raide. Mais je puis la voir à travers cette image, et sa vivacité, son entrain et quelque chose du charme mystérieux qu'elle eut pour moi me reviennent à la pensée. Sa figure a triomphé du photographe, sans quoi j'eusse dès longtemps jeté ce portrait. La réalité de la beauté ne se prête pas à l'expression verbale. Comme je voudrais être maître de l'expression graphique et pouvoir dessiner en marge de mon manuscrit ce quelque chose dont la description défie les mots. Il y avait dans son regard une sorte de gravité. Sur sa lèvre supérieure close un rien voltigeait, un peu d'ombre qui s'épanouissait en sourire. Oh, ce sourire grave et doux. Après avoir échangé un baiser et compte tenu de ne pas encore parler à nos parents du choix irrévocable que nous avions fait l'un de l'autre, le moment vint de nous séparer, timidement et devant le monde. Je repartis avec ma mère à travers le parc baigné de clair de lune. Des chevreuils effarouchés faisaient bruire les taillis, jusqu'à la gare de Shexhill, et nous regagnâmes ainsi notre sombre sous-sol de Clayton. Et je ne revis plus Nettie, si ce n'est en pensée, pendant presque 1 année. À notre second rendez-vous, au bout de ce temps, il fut décidé que nous nous écririons, ce que nous fîmes après avoir tout combiné pour sauvegarder notre secret, car Nettie ne voulut prendre personne de chez elle, pas même sa sœur unique, pour confidente de ses amours. Je devais donc lui faire parvenir ma précieuse correspondance sous enveloppe cachetée par l'intermédiaire d'une compagne de pension, son amie intime, qui demeurait près de Londres. Je pourrais encore dire cette adresse, bien que la maison, la rue et le faubourg aient aujourd'hui disparu, sans laisser de traces. De cet échange de lettres que date le commencement de notre séparation, parce que nous entrions pour la première fois en relation intellectuelle et que nos esprits cherchèrent à se formuler.
Il y a une petite erreur. J'imagine que c'est de cet échange de lettres que date le commencement de notre séparation. Parce que nous entrions pour la première fois en relation intellectuelle et que nos esprits cherchèrent à se formuler. Il est nécessaire de bien comprendre que le monde de la pensée se trouvait, en ces jours-là, dans un état des plus singuliers, tout encombré de formules vieillies et inadéquates, embrouillé et embrumé de raisons secondes, d'adaptation, de suppression de conventions et de subterfuges. Un a priorisme abject ternissait la vérité sur les lèvres de tous. Je fus élevée par ma mère dans une foi bizarre, archaïque et étroite, acceptant certaines formules religieuses, certaines règles de conduite, certaines conceptions de l'ordre social et politique, absolument sans rapport avec les réalités et les besoins de la vie quotidienne contemporaine. Sa religion sentait la lavande. Le dimanche, elle écartait tout de la réalité, le vêtement et même l'ameublement de tous les jours, cachait ses mains noueuses et parfois gercées par le travail, dans des gants noirs soigneusement reprisés, revêtait sa vieille robe de soie noire, son chapeau d'apparat et, requinquée et radieuse, m'emmenait à l'église. Là nous chantions, nous nous inclinions, nous écoutions de bruyantes prières, unissions nos voix dans de sonores réponses, et nous nous relevions dans un soupir unanime quand le début de la doxologie à la gloire de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils, annonçait la fin du sermon. Il y avait dans cette religion de ma mère un enfer à la chevelure de flamme, un enfer qui avait jadis répandu la terreur. Il y avait aussi un diable qui était en même temps l'ennemi officiel du roi d'Angleterre, et on y vituperait abondamment et sempiternellement les désirs mauvais de la chair. On voulait nous faire croire que la plus grande partie de notre humanité malheureuse devait racheter ses misères et ses tourments quotidiens en souffrant à jamais d'indicibles tortures dans un monde futur et éternel. Amen. Mais, de fait, ces flammes en tire-bouchon avaient un air amusant et toute l'histoire avait fini par mûrir et se faner comme une vieille fresque légendaire, bien avant mon temps. Provoquait-il même cet enfer de la terreur aux années de mon enfance? Je ne puis m'en souvenir, mais certainement ce n'était pas aussi terrible que l'ogre du Petit Poucet, et tout cela se résume à présent, pour moi, dans l'expression du visage de ma pauvre vieille mère, aux traits usés et ridés, et je l'aime encore comme une partie d'elle. Monsieur Gabitas, notre locataire, petit, gros et replet, étrangement transformé sous ses vêtements cultuels, élevant sa voix jusqu'aux mâles accents des prières du temps d'Élisabeth, éveillait, je crois, en ma mère, une sympathie toute spéciale et comme personnelle pour Dieu, son Dieu. Ma mère l'illuminait des rayons tremblants de sa propre douceur. Elle le rachetait des calomnieuses vengeances où l'impliquaient les théologiens. Elle était elle-même, que ne l'ai-je perçu alors, l'exemple de tout ce qu'elle aurait voulu m'enseigner. Je vois cela sous cet aspect aujourd'hui, mais l'ardeur confiante de la jeunesse est impitoyable. Ayant d'abord pris toutes ces choses au sérieux, l'enfer de flamme et le Dieu qui châtie pour la moindre négligence, comme si elles n'eussent été aussi matériellement réelles que les hauts fourneaux de Bladen ou la manufacture de Roden, je les rejetais soudain de mon esprit avec un sérieux égal. C'est que M. Gabitas, Mr. Gabitas, s'était parfois, comme on dit, intéressé à moi. Il m'avait engagé à continuer à lire après ma sortie de l'école et, avec les meilleures intentions du monde, dans le but de m'inculquer, par anticipation, un antidote contre le poison intellectuel de l'époque, il m'avait mis entre les mains le scepticisme réfuté de Burbel et m'avait indiqué les ressources qu'offrait la bibliothèque de l'Union chrétienne de Clayton. La lecture de Burbel me causa une grande commotion morale.
Il ressortait clairement de ses réponses même au scepticisme que la cause de l'orthodoxie doctrinale avec toute cette histoire d'un monde futur, légendaire et très peu terrifiant, que j'avais accepté comme on accepte le soleil, était une cause indéfendable. Le hasard me confirma dans ses conclusions. Le premier livre que je pris à la bibliothèque fut une édition américaine des œuvres complètes de Shelley, contenant sa prose vaporeuse et ses vers aériens. Je fus bientôt mûr pour l'incrédulité. À l'Union chrétienne de jeunes gens, je fis, sur ces entrefaites, la connaissance de Barlow, qui me confia, sous le sceau du secret le plus absolu, qu'il était socialiste à fond. Il me prêta plusieurs numéros d'un périodique au titre retentissant, Le Clairon, qui précisément commençait une campagne contre l'Église établie. Les années adolescentes de tout homme d'intelligence moyenne sont ouvertes, et seront toujours ouvertes, à la saine contagion du doute philosophique, au sens du ridicule, aux idées nouvelles. Je subis fortement cette crise. Le doute, dis-je, ce n'était pas tant le doute que l'étonnement et la plus violente négation. Ai-je pu croire à ceci? Il faut aussi vous rappeler que je commençais alors ma correspondance amoureuse avec Nettie. Nous vivons aujourd'hui que le grand changement s'est accompli, à une époque où chacun est élevé dans une sorte de douceur intellectuelle, une bienveillance qui n'enlève rien de sa vigueur à l'esprit. Aussi est-il difficile de concevoir l'atmosphère étouffée où se débattait la pensée des jeunes gens de ma condition. Le fait seul de penser à certaines questions était en soi un acte de rébellion qui vous mettait aussitôt dans un état de déséquilibre mental entre la timidité et le défi. On commence généralement à trouver Shelley, malgré toute la musique de ses vers, un peu bien bruyant et mal appris, maintenant que ces anarques ont disparu. Il fut une époque, toutefois, où la pensée neuve devait assumer ce ton de casseur de vitres. Il devient malaisé de se figurer l'effervescence des esprits, le besoin qu'on éprouvait de crier « Ouh !» au passage de l'autorité constituée, le ton provocateur où se montaient nos jeunes négations. Je me mis à lire avidement les écrits que Carlyle, Browning et Heine ont légués à la perplexité des générations, non seulement à les lire, mais à les admirer et à les imiter. Mes lettres à Nettie, après 2 ou 3 manifestations sincères d'une passion surchauffée, se corsèrent de théologie, de sociologie et revêtirent le cosmos de leur phraséologie emphatique. Il est indubitable qu'elle dure l'intriguer au plus haut point. Je garde la plus vive sympathie et je ne sais quel sentiment d'envie à ma jeunesse envolée. Néanmoins, il me serait difficile de contredire quiconque prétendrait que je fus telle que me montre ma photographie, un grand gamin fort sot, fort poseur et fort sentimental. Et quand je m'efforce de reconstituer ce que pouvait être le fruit de mes efforts pour établir une lettre vraiment belle à l'intention de ma bien-aimée, je le confesse, j'en ai le frisson. Et pourtant, je souhaiterais qu'elles n'eussent pas toutes été détruites. Les lettres qu'elle m'écrivait étaient assez simplettes. L'écriture en était ronde, mal formée, et le style peu fleuri. Les 2 ou 3 premières témoignaient d'un plaisir timide à employer les mots « mon chéri », et je me souviens d'avoir été intriguée puis charmée quand je sus le sens du petit mot français « adoré » qu'elle accolait à mon nom. Mais à partir du jour où je donnais cours à mon effervescence intellectuelle, ces réponses continrent moins de joie. Je ne vous ennuierai pas avec le récit détaillé de notre querelle puérile, de ma visite inattendue à Shakespeare le dimanche suivant, qui gâta tout, de la lettre que j'écrivis ensuite, qu'elle trouva ravissante et qui nous raccommoda. Je ne vous dirai rien non plus de toutes les fluctuations de nos méprises réciproques. Toujours je fus l'offenseur, et c'est moi qui, en fin de compte, venais demander pardon jusqu'à cette dernière affaire qui commençait. Entre-temps, nous eûmes des moments tendrement intimes, et je l'aimais vraiment beaucoup.
Le malheur était que, dans l'obscurité, et seule, je pensais à elle avec intensité, à ses yeux, au contact de sa main, à sa douce et adorable présence. Mais lorsque je m'attablais pour lui écrire, je ne pensais qu'à Shelley, à Burns, à moi-même et à tels autres sujets aussi peu de circonstances. Quand on est amoureux comme je l'étais, à l'état, dirais-je, effervescent, il est plus difficile de faire sa cour et de parler d'amour que lorsqu'on n'aime pas. Quant à Nettie, elle aimait, je sais, non pas moi, mais tout cet appareil de jolis mystères. Ce n'est pas ma voix qui devait éveiller ses rêves à la passion. Aussi bien notre correspondance continuait sans harmonie. Un beau jour, elle m'écrivit qu'elle doutait de pouvoir jamais aimer un socialiste qui ne croyait pas à l'Église, et, suivant de près, une autre lettre arriva, formulée dans un style tout nouveau. Elle estimait, disait-elle, que nous n'étions pas assortis l'un à l'autre, que nous différions de goûts et d'idées, que depuis longtemps elle songeait à me relever de mes engagements et à me rendre ma parole. Bref, et bien que je ne l'eusse pas compris tout d'abord, au premier choc, c'était mon congé. Sa lettre m'avait été remise comme je rentrais à la maison, le jour même où le vieux Rawdon avait refusé d'augmenter mes appointements. Ce soir-là donc, où débute ma narration, je me trouvais en face de deux faits presque écrasants et auxquels j'essayais fiévreusement de m'adapter. Je n'étais indispensable ni à Nettie ni à Rawdon. Je me souciais bien de la comète. Où en étais-je arrivée et pourquoi comptais-je? J'avais si bien pris l'habitude de considérer Nettie comme indissolublement mienne, toute la tradition du véritable amour m'y poussait, que de la voir me tourner le dos avec ses phrases précises et nettes, et m'abandonner, moi dont les lèvres s'étaient unies aux siennes, moi à qui elle avait permis les familiarités risquées et délicieuses coutumières aux amants, me scandalisait par-delà toute mesure. Moi, et Rawdon ne me trouvait pas davantage indispensable. Je me sentis soudain comme rejetée par l'univers, menacée d'annihilation, au point qu'il me parut urgent d'affirmer ma personnalité de quelque façon positive et emphatique. Ni dans la religion où on m'avait instruit, ni dans l'irréligion que je m'étais faite, il n'existait de baume consolateur pour l'amour-propre blessé. Allais-je lâcher ma place chez Rawdon et, de quelque manière extraordinaire et prompte, faire la fortune de son voisin et concurrent Frobisher? La première partie de ce programme était en tout cas facilement réalisable. Aller trouver Rawdon et lui dire « Vous aurez de mes nouvelles, monsieur ». Quant à la seconde, Frobisher pourrait ne pas s'y prêter. Cela toutefois des choses secondaires. L'affaire Nettie dominait la situation. Mon cerveau s'encombrait de fragments de rhétorique utilisables pour la lettre que je préméditais. Méprisant, ironique, tendre. Quel ton choisirais-je? Chut, fit Parlotte tout à coup. Qu'est-ce qu'il y a? M'informai-je. On charge les fours aux aciérés de Bladon et la fumée vient tout juste voiler mon coin de ciel. L'interruption arrivait au moment précis où j'allais déverser en son sein ma pensée trop lourde. Parlotte, dis-je. Il est vraisemblable que je vais quitter tout ceci. Le vieux Rawdon m'a refusé une augmentation, et maintenant que la demande a été faite, je ne crois pas qu'il me soit possible de continuer aux mêmes appointements, n'est-ce pas? Donc il va falloir lâcher Clayton pour de bon. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être une chanson. Est-ce que j'ai l'air en tête encore? J'ai un autre air qui arrive. Excusez-moi. Je vais essayer. Long ago my heart and mind got together and designed the
wonderful girl for me. Oh, what a fantasy. Though the ideal of my heart can be ordered a la carte, I wonder if she will. I wonder if she will be always a fantasy. Will I ever find the... Oh. Non, désolée, je n'ai pas l'air, je n'ai plus l'air en tête du tout. Je chanterai donc cette chanson une prochaine fois. Est-ce que je pense à une autre chanson? Pardon, mon ventre gargouille. Je vais essayer celle-ci. Everybody loves to cha-cha-cha. Little children like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. Everybody likes to cha-cha-cha. I took my baby to the hub last night, and what to my surprise when we got there. When we got there, she hit me with the news right between the... Non, j'ai pas l'air du tout. Catastrophe. Non, tant pis. Peut-être celle-ci. Attendez. Je fais un dernier essai. Et si ça ne fonctionne pas, tant pis. Ok. Troisième essai. On va y arriver. Enfin, pas sûr. Excusez-moi. Pardon. Love me and leave me and let me be lonely. You wanna leave me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. You, there'll be no one unless that someone is you. I intended to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Say, love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intended to be independently blue. Say, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love,
My love is your love, there's no love for nobody else. On a fait ce qu'on a pu. J'ai fait de mon mieux. Peut-être aussi de mon mieux au moment où je l'ai fait. J'ai fait de mon mieux à ce moment-là. Voilà, je sais que je suis en petite forme en ce moment. Excusez-moi. Vous devez vous dire, mais elle est toujours en petite forme. C'est vrai que je suis souvent en petite forme. Depuis quelques mois déjà. J'espère que je vais reprendre des forces avec la fin de l'hiver, le début du printemps. Et que je pourrai vous dire après, je suis en pleine forme. Et j'espère que vous l'êtes en tout cas. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous voulez un poème? Un petit poème avant de dormir. Mais je n'ai pas beaucoup. J'ai la plupart. J'ai beaucoup de livres qui sont partis. C'est mal rangé. C'est mal rangé tout ça, excusez-moi. Il y a des choses qui sont... Et puis j'en ai beaucoup qui sont partis. Allez. Tiens, un numéro au hasard. Comme la mouche, elle veut battre le beau visage de celui qui n'est pas son fils. Kosetsu. Bah disons que c'est triste. Je sais pas, j'ai... À l'arbre où passe le vent frais, j'ai attaché mon enfant. Quel enfant terrible! Attaché à l'arbre, il appelle les lucioles. Ah, il est debout, il se tient tout seul, cette année. Teitoku. Voilà, on est heureux que l'éducation ait fait quelques progrès. Je ne suis pas maman, néanmoins je pense que je peux vous donner ce conseil. Je crois que ce n'est pas une très bonne chose d'attacher ses enfants à un arbre, ni de les frapper. Voilà. J'ai pris Rubicor, lait et miel. J'ai beaucoup de livres que j'ai plus avec moi. Pensais-tu que j'étais une ville assez grande pour une escapade du week-end? Je suis la petite ville qui l'entoure, celle dont tu n'as jamais entendu parler, mais que tu traverses toujours. Il n'y a pas de néon dans cette ville, pas de gratte-ciel ni de statue, mais il y a le tonnerre, car je fais trembler les ponts. Je ne suis pas une pute, je suis de la confiture maison, suffisamment consistante, la chose la plus douce que tes lèvres vont toucher. Je ne suis pas des sirènes de police, je suis le crépitement d'une cheminée. Je te brûlerais, mais tu ne pourrais pas détacher tes yeux de moi, car je serais si belle en le faisant, tu rougirais. Je ne suis pas une chambre d'hôtel, je suis la maison. Je ne suis pas le whisky que tu veux, je suis l'eau dont tu as besoin. Ne viens pas ici avec tes attentes,
en essayant de faire de moi des vacances. Et comme j'ai tourné la page, je lis aussi ça. Celui qui arrivera après toi me rappellera que l'amour est censé être tout. Il aura le goût de la poésie que j'aimerais pouvoir écrire. Oh, s'il n'y a pas d'homme, ce sera juste moi. Et quand même beaucoup de bonheur. Oula, je vais retrouver ma note. Et j'ai ouvert comme ça au hasard, mais je regarde. Qu'est-ce que c'est? Victor Hugo, il fait parfois plus. Je vous ai dit, j'ai peu de choses. Ah, alors. Non, j'ai pas envie de lire ça. Pardon. Pardon. Ah, voilà un garçon. Pardon, je ne sais pas dire homme. J'ai croisé si peu d'hommes dans ma vie que je les appelle les garçons. C'est pas gentil ce que j'ai dit, ou c'est gentil. Ou c'est ni gentil ni méchant, c'est un fait. Enfin, un poète, voilà. C'est un poète que j'aime beaucoup, Antoine Mouton. Et donc j'ai ouvert et je vous lis juste un tout petit extrait parce que la page. Je veux que nous soyons comme ce couple que j'ai vu dans le métro l'autre jour. Ils étaient assis côte à côte. Elle s'est levée la première, il est resté assis. Il a posé la main sur le siège où elle était assise et il l'a caressée avant de la rejoindre. Et en le caressant, il a eu ce sourire. Ce sourire fait que les chevals morts restent loin. Je veux être comme cet homme, que la chaleur de ton cul soit la chose la plus précieuse au monde, la chaleur que ton cul diffuse aux objets sur lesquels tu t'assois, qu'elle soit toujours divine absolument, même si ton corps est loin de moi, même si tu t'es levé avant moi. Je serai là pour sentir la chaleur de ton cul, là pour la retenir, là pour en jouir et que mon sourire soit l'épouvantail le plus obscène du monde contre la course des chevals morts sur la lande. Et voilà comment je vais terminer cette lecture. Merci beaucoup Antoine Mouton, les chevals morts. C'est toujours extraordinaire, fantastique. C'est très étrange pour moi de reprendre une lecture murmurée et de ne plus lire Simone Veil. Je change d'exercice, c'est plus du tout la même chose. C'est très étrange. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce début vous a plu. Je découvre avec vous. On revient encore dans une autre façon d'écrire et je me dis pourquoi pas. Il faut plonger, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une belle nuit, une belle fête de beaux rêves. Ou alors une nuit calme, sans rêve, mais une nuit